Alors, je vous rassure, je ne fais pas une entrée fracassante dans le booktube. D'ailleurs, je consomme pas trop de vidéos longues sur YouTube à propos de lecture. Les seules choses que je regarde sur YouTube, qui sont en lien avec la lecture, c'est les podcasts tricot de l'âme Sinter, Karine, qui nous fait toujours une petite section lecture à la fin. J'aime beaucoup, même si ce qu'elle lit, elle, c'est pas du tout ce que moi j'aime lire. Donc voilà, vous allez voir des choses complètement différentes ici. Mais voilà, j'aime bien. Et en fait, depuis à peu près la mi-juin, je me suis mise à lire dans le métro pour aller au boulot et pour revenir du boulot à la place à la place de tricoter. Parce qu'il commençait à faire un peu chaud et c'est moins agréable. Et en fait, voilà, je me suis tombée dans la piscine et j'ai pas envie de ressortir. En plus, voilà, il fait quand même assez chaud en ce moment, donc du coup, bah, bon, et puis je suis en mono en cours sur mon châle rouge là pour mon ami, donc du coup, j'avance petit à petit, mais j'ai pas grand chose en tricot à vous montrer. Donc du coup, je me suis dit que bah, j'avais envie de vous parler un peu de lecture. J'ai préparé quelques petites notes, juste histoire d'être un petit peu organisée parce que, bah, comme je vous l'ai dit, je ne consomme pas beaucoup de podcasts. Euh, Putain, Cathy nous a rejoint comme d'habitude. Je consomme pas beaucoup de podcasts booktube, donc je sais pas trop comment les gens ont l'habitude de le structurer, donc on va y aller un peu au feeling. J'ai plus l'habitude, je suis quelques comptes sur Instagram, mais du coup c'est des formats beaucoup plus courts, très dynamiques, très punchy. Là vraiment c'est nature peinture, la chillance, voilà. Donc déjà, qu'est-ce que je lis? Moi je lis énormément de... Ouais, donc moi je lis énormément de fantastique. C'est des lectures que j'apprécie énormément. Ce que j'aime en particulier, c'est de découvrir l'univers. Comment la société est organisée, comment la magie vient rentrer dans le mix. J'aime découvrir quelle est la situation de départ des personnages et comment ils vont évoluer, grandir, se dépasser. Et du coup, voilà, il faut savoir que moi j'ai fait une prépa littéraire, donc des classiques, j'en ai lu pas mal. Et j'ai pendant longtemps eu une relation un peu euh, amour-haine avec la lecture parce que bah, comme je me sentais contrainte de lire des livres que je n'avais pas forcément choisis, c'était un peu... Je vais pas dire que c'était pénible, mais c'est pas... Voilà, je ne prenais pas autant de plaisir dans la lecture et du coup, j'ai mis du temps à y revenir. Et puis, bah, forcément, quand on fait une prépa littéraire, on devient un peu biaisé dans ce qui est considéré comme étant de la lecture euh, acceptable. Enfin, je mets vraiment des gros guillemets hein, parce que du coup, voilà, je veux absolument pas du tout dénigrer les classiques, je veux pas du tout. Enfin bref, ce que je veux juste dire, c'est que pendant longtemps, je me sentais obligée, du fait d'avoir fait des études littéraires, d'être un peu obligée de continuer à être snob dans mes lectures. Et en fait, bah, ça m'a dégoûtée. Enfin, et du coup, j'ai eu une grosse période où j'ai pas du tout lu. Et il y a eu un moment où en fait, je me suis dit, mais bah, si t'as envie de lire, lis ce que t'as envie de lire. Donc, ma philosophie sur la lecture, c'est de kiffer. Et moi, ce que je kiffe, c'est le fantastique, comme je vous ai dit, c'est la magie, voilà. Après, voilà, moi, j'ai grandi avec Harry Potter. À la maison, on avait Le Seigneur des Anneaux. Je n'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux en entier. J'ai lu le premier... Non, je regardais s'il était pas là, mais il est pas là. J'ai commencé à lire le premier tome et je me suis arrêtée au moment de Bombadil. Voilà, pour ceux qui savent. Voilà, il faudra que je reprenne. Par contre, j'ai lu le Hobbit en entier que j'avais adoré. Voilà, j'adore ces trucs-là. Et alors, en plus, si on se trouve dans une école et que. Ouais, voilà, ça j'adore. Vraiment, mais Harry Potter, voilà, j'ai grandi avec ça. Euh,
J'ai pas encore lu tous les grands classiques du fantastique, donc comme je vous disais, Le Seigneur des Anneaux, bon, c'est très parcellaire, on va dire. Les Robin Hood, j'ai commencé L'Assassin Royal, j'avais adoré les 2 premiers tomes, et puis après, je sais pas, j'ai décroché, je suis passée à autre chose, et voilà. Mais j'y viendrai, je pense. Euh, et euh, et il y a des livres qui sont considérés comme des bons classiques de la nouvelle fantasy actuelle, où j'ai eu un peu de mal. Par exemple, ACOTAR, j'ai pas réussi à terminer le premier tome parce qu'en fait, et je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus si vous l'avez lu, quand j'ai commencé à lire, j'arrêtais pas de me dire en boucle, mais en fait, c'est juste La Belle et la Bête, c'est juste La Belle et la Bête, c'est juste La Belle et la Bête. Et en fait, ça m'a sorti du livre. Donc, je réessayerai plus tard avec, je l'espère, un esprit un peu plus ouvert, mais voilà. Dans mes coups de cœur absolus, je veux absolument vous parler de Déraciné de Naomi Novik. Naomi Novik, elle a également écrit la saga des Téméraires. Euh, donc là, on est avec sur Téméraire, il y a des dragons, ça se passe dans un décor de marine et des années 1800 et des cacahuètes. Bon, voilà, et il leur arrive plein de trucs, c'est assez sympa. Mais là, dans Déraciné, c'est un one-shot. Téméraire, c'est une saga, donc il y a tout un tas de tomes, elle en a vraiment écrit beaucoup. Mais Déraciné, c'est un one-shot, et je trouve que c'est un chouette format pour rentrer dans la littérature fantastique, les one-shots, parce que du coup, il n'y a pas cette obligation, enfin, ce sentiment d'obligation de j'ai lu que le premier tome, j'en ai encore 5 derrière pour vraiment savoir tout ce qui va se passer, blablabla. Même si en soi rien ne vous oblige à lire les tomes suivants, mais en l'occurrence celui-ci c'est donc un one shot, donc l'histoire se termine à la fin de. Quand on a fini le livre, on a fini l'histoire. Depuis toujours, le village de Dvernik est protégé des assauts du bois, une forêt maléfique douée d'une volonté propre, par le dragon, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut. À chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Cassia qui sera choisie. Forcément, c'est la plus belle, la plus populaire. Personne n'en doute, et encore moins Agnieszka, qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu, et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. Celui-là, je le lis assez régulièrement, et Robin Hobb elle-même dit que c'est un livre enchanteur. Donc vraiment très très chouette. Et je trouve que, enfin moi c'est mon préféré de Naomi Novik. Je vous le recommande vraiment très très fortement. Ensuite, dans une saga aussi que, pareil, je l'ai lu il y a longtemps et j'aime bien y revenir régulièrement, c'est euh, Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével. Pierre Pével, pour le coup, c'est un écrivain français. Euh, il a fait d'autres sagas aussi. Moi, c'est celle-ci ma préférée. Donc c'est la saga Le Paris des Merveilles et il y a 3 tomes. Vous voyez, c'est pas très long. Et là, on est dans un Paris de la Belle Époque qui est jumelé avec un autre monde magique où il y a des fées, des griffons, etc. etc. Et on va suivre le personnage de Louis Denisard Hippolyte Griffon, qui est un mage, et qui va se retrouver à mener une enquête. Et l'enquête va durer, donc il y a une première partie de l'enquête dans le premier tome, et ensuite, voilà, ça se continue. Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, le premier tome, Les Enchantements d'Ambremer. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage du cercle sien, se trouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Pierre Pével les a aussi sortis en BD. Je crois que j'ai les 2 premiers tomes quelque part à la maison.
Mais vraiment, je vous le recommande pareil, celui-ci. Il est assez rapide à lire, on est sur ouais, 460 pages. C'est assez rapide et puis c'est sympa. C'est pas une époque qu'on côtoie beaucoup, je trouve, euh, dans ce type de littérature. Voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il est sur ma table de chevet, ma bibliothèque de chevet. Et mon coup de cœur le plus récent, c'est Plein ciel de siècle, je suis pas sûre de la prononciation de son nom de famille, Valébad. J'ai été attirée par la couverture de ce livre et je l'ai repéré quand? Je l'ai repéré en début d'année, je crois. Et souvent, quand je passais à la librairie, je le voyais, je me disais, quand même, quand même. Donc là, on est sur un one-shot, encore une fois, avec un rythme endiablé. Vraiment, je n'ai pas réussi à m'arrêter de le lire. Vraiment, pour vous dire, je le lisais le matin dans le métro et entre la fin du métro et mon bureau, j'ai 20 minutes de marche, bah, je continuais à lire pendant les 20 minutes de marche. C'est vous dire à quel point j'étais accro à ce livre. Et là, on suit Ivoire, qui est une jeune femme couturière. Alors, celui-ci risque de vous plaire si vous aimez tout ce qui est un peu créatif, parce que là, on est en plein dedans. C'est un peu compliqué à expliquer. Donc Ivoire est une couturière qui a un talent fin, donc un pouvoir magique, qui lui permet de maîtriser les rubans. Et donc c'est pour ça son métier, c'est d'être couturière. Et elle va être remarquée par maître artisan qui travaille à l'opéra. Et toute la société dans ce roman est organisée autour de l'opéra. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà, on est sur une lecture qui est extrêmement belle. Enfin, vraiment, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je n'ai pas vu le temps passer. Je trouve que l'univers en lui-même est hyper bien construit. Un truc aussi assez étonnant. Alors, c'est la minute qui est un peu compliquée pour moi à expliquer sur internet, donc vraiment je prends les pincettes et j'essaie de faire ça le plus respectueusement possible. C'est le premier livre que je lis où toute la société, tous les personnages sont noirs de peau, mis à part donc Ivoire qui elle est albinos, et ça a vraiment une signification importante pour l'histoire. Et, et ben c'est assez génial en fait, parce que au début, l'autrice prend vraiment le temps d'insister beaucoup sur la couleur de peau. Et au départ, j'étais un peu en mode, bon, c'est bon, j'ai compris, voilà. Et en fait, non, c'est hyper important. Et plus on avance dans le livre, et moins il y a des références du coup à la couleur de peau. Mais parce qu'en fait, c'est important au début que qu'on se représente bien les personnages avec toutes leurs caractéristiques de peau noire. Et c'est vrai que bah, euh, moi, étant blanche de peau et ayant lu beaucoup de fantaisie, j'en ai plein en fait. Quand je me suis rendu compte en fait à la lecture de ce livre-là que souvent, 98% du temps, les personnages sont blancs. Et là, c'est hyper rafraîchissant. Et puis, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ça m'a forcé à vraiment prendre conscience de ça. Voilà. J'ai trouvé que c'était très sympa aussi. Et puis, ouais, il y a tout un tas de couleurs qui sont exprimées et que j'arrive bien à représenter. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Voilà. Le livre en lui-même est aussi très joli. Puisqu'on a il y a des petites illustrations entre les différentes sections, comment ça s'appelle, les, les chapitres aussi sont précédés d'une petite illustration, et on a aussi certains passages comme ça où on a voilà, pas des enluminures mais d'autres illustrations qui viennent exprimer quelque chose. Enfin, vraiment, énorme coup de cœur.
Si vous n'en aviez qu'un à prendre de ce que je vous ai partagé là, c'est vraiment celui-ci. Siècle Vailban, je ne sais pas comment ça se prononce. Elle en a écrit plein d'autres. Et du coup, j'ai très envie d'aller goûter à d'autres univers, d'autant que j'ai l'impression que à chaque fois, alors, je sais pas, je me souviens plus, j'avais fait une recherche, mais je me souviens plus si elle fait que des one-shots ou s'il y a aussi quelques sagas dans le lot. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, elle a une imagination débordante et on a vraiment des lores ou des univers très bien construits à venir découvrir, et moi c'est une des choses que je préfère. Un autre truc aussi, vraiment avec celui-ci, j'ai pu en fait, j'avais l'impression d'être tantôt au cinéma, tantôt carrément dans l'univers moi-même, et pour moi c'est ça qui fait que le livre est réussi. En tout cas, c'est ce qui va faire que moi je considère que c'est un bon roman, c'est qu'en fait j'arrive à me projeter dedans. Donc celui-là, vraiment énorme coup de cœur. J'ai oublié de vous dire aussi que il y a un fond de révolution dans ce livre, et ça donne vraiment un rythme, c'est poétique, et voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des bien meilleures descriptions de ce roman, mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Faudra que j'essaye, parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte, vraiment cet épisode est probablement extrêmement chaotique parce que je me rends compte que j'ai pas. Je vous donne mes impressions sur les romans, mais je vous donne pas le résumé, c'est bête. Je vais peut-être le faire. Je vais le faire maintenant et je ferai des petits inserts pour cela. Sur l'île de la Nébuleuse, l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite. Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née dans une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans, et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de plein ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix. Elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Voilà. Et là on sent un peu la révolution qui fomente. Incroyable. Et il fait 653 pages. Donc c'est quand même assez faisable. Par rapport à des gros bouquins comme Fourth Wing qui font plus de 1000 pages, ça va. Voilà. Ce que je suis en train de lire en ce moment, je l'ai... Donc aujourd'hui on est samedi 17 je crois. 18 juillet. Et celui-ci je l'ai acheté pas jeudi cette semaine mais jeudi de la semaine dernière. Ça s'appelle Les Maîtres en mineur de Robert Jackson Bennett, et voilà, j'en suis là déjà. Pareil, dans le métro et après le métro, je m'arrête pas. Je vous lis tout de suite le résumé et après on en parle. Donc, toute l'économie de l'opulente cité de Thévan repose sur une puissante magie l'enluminure. À l'aide de ce complexe, les maîtres enlumineurs donnent aux choses des pouvoirs insoupçonnés et contournent les lois de la physique. Soncia Gardo, une jeune voleuse capable de revivre le passé des objets et de les écouter, est engagée par l'une des grandes familles de la ville pour dérober une étrange clé dans un entrepôt sous très haute surveillance. Mais elle découvre bientôt que cet artefact peut changer la pratique de la magie à jamais. Quiconque entrera en sa possession pourra mettre Thévan à genoux. Poursuivie par un adversaire implacable, la jeune femme n'aura d'autre choix que de se trouver des alliés. Alors, celui-ci m'avait été recommandé par le libraire, et ce qui m'a plu ici, c'est l'enluminure, la magie par les mots écrits et pas les mots
énoncé. Ça, déjà, je trouvais que c'était assez original comme monde. Et ben voilà, hein, ça parle de lui-même, je suis prise dedans. Au début, ça prend un petit peu de temps à s'installer, je trouve, mais pas si longtemps que ça. Et puis après, on est très vite pris dans les aventures. Il y a plusieurs personnages principaux euh, qui vont constituer un petit groupe autour du coup, de la voleuse Francia. Et voilà, c'est très prenant. Cette fois, il y a 3 tomes, donc je me donne envie, hein, j'ai très envie de lire la suite, alors que j'ai pas encore fini celui-là. Mais si c'est sur le même rythme que ce premier tome, franchement, très très chouette. Voilà. Et notre héroïne est un peu un anti-héros, voilà, puisque c'est une voleuse, elle ne cherche pas forcément à sauver le monde, mais bon, elle va se retrouver un peu obligée de le faire, et j'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors après, j'ai des envies. Ah, il faut que je vous parle de ça aussi. J'en ai parlé à une de mes copines l'autre jour, à qui je disais ah, je suis en train de lire celui-ci. Je lui explique un peu le concept, le pitch et tout, et elle me dit ah, c'est sympa. Et je lui dis bah écoute, quand je l'aurai fini, je pourrais te le prêter. Et mon amie me dit mais tu sais, j'ai déjà tellement de choses sur ma palle que voilà, je ne vais pas pouvoir. Et en fait, je lui ai expliqué que je comprends tout à fait sa position, mais pour moi, euh, je constitue ma bibliothèque un peu comme une cave à vin. Donc je vais avoir comme mes parents ont une cave à vin, ils achètent des bouteilles qu'ils ne vont pas forcément boire tout de suite. Il y en a qui le vont acheter pour boire tout de suite, mais pas systématiquement. L'alcool est dangereux pour la santé, hein, donc n'en abusez pas, bien entendu. Mais la lecture, elle, n'est pas dangereuse pour la santé. Vous pouvez y aller et lire autant que vous le voulez. Donc, voilà. Et donc, j'aime bien voilà, me constituer des petits. Voilà, des petits. Voilà, au gré de mes envies. Ah, je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver. Des petits stocks, on va dire, de romans. Et puis bah, là, je vais lire celui-ci. Et puis, bon, j'avais acheté celui-là, bah, je le lirai un peu plus tard. Voilà. Euh, donc, du coup, c'est pour ça que j'ai déjà celui-ci qu'il faut que je termine. Et j'aurais envie de continuer la saga. Et j'en ai donc déjà 2 autres. Je vais parler de celui-ci en premier, Babel de R.F. Kuang. Vous allez voir, on est toujours un peu dans cette même. Il y a un fil conducteur entre Les Maîtres en lumière et celui-ci, et vous allez le comprendre tout de suite. Donc on est en 1828. Un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation. Au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires, servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Voilà, donc encore une fois, on est sur cette notion de traduction, de mots, de travail, de l'écrit, de manipulation des sens, enfin du sens des mots, et un peu comme plein ciel, une notion de il faut renverser l'ordre établi. Voilà. Là, j'ai lu le premier chapitre juste histoire de me faire un petit amuse-bouche. Le style est assez chouette. Et voilà. Mais d'abord, il faut que je termine ça. J'aime bien me plonger complètement dans un roman avant de passer à la suite. J'avoue que je suis pas multi en cours, contrairement au tricot en général. Et, mais celui-ci m'intrigue pareil, comme plein ciel. Ça faisait un moment que je le voyais sur les étals de mon libraire et ça m'intriguait pas mal. J'étais assez curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Donc, on verra bien. C'est une autrice ou un autre. Ouais, c'est une autrice
américaine. Voilà. Mais bon, elle a un nom quand même un peu asiatique, donc on verra bien ce que ça donne. Parce que mon mari avait lu, évidemment il ne les a pas là, Le problème à trois quarts, qui est plutôt de la science-fiction écrit par un auteur chinois. Et c'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout le même style que chez nous. Enfin, qu'un écrivain occidental. Mais bon, là, a priori, elle est américaine. Je lis pas mal en français en ce moment. Je peux lire aussi en anglais, mais en ce moment, j'ai envie que ce soit fluide, que ce soit simple. J'ai envie de tourner les pages. Et du coup, celui français en ce moment. Ce qui est pas mal parce que du coup, comme ça, je peux vous donner les bons titres et lire les bons résumés directement sans avoir à faire de la traduction en direct. Et celui-ci, c'est Fils des brumes de Brandon Sanderson. Là encore, c'est un écrivain américain. Et là, pour le coup, c'est une saga. Même, il y a 3 tomes sur Fils des brumes et il y a même un... Alors, je sais pas si c'est un prequel ou autre chose, mais c'est Fils des brumes, Wax and Wayne. Donc, je suppose que Wax and Wayne, ce sont des personnages que je vais découvrir ici. Et là, il y a 4 tomes pour celui-là. Donc, voilà. Et là encore, on est sur un univers complètement différent. Vous êtes prêts? Vin ne connaît de l'Empire ultime que les brumes de Luthadel, les pluies de cendres et le regard d'acier des grands inquisiteurs. Depuis plus de 1000 ans, le Seigneur Maître gouverne les hommes par la terreur. Seuls les nobles pratiquent l'allomancie, la précieuse magie des métaux. Mais Vin n'est pas une adolescente comme les autres, et le jour où sa route croise celle de Kelsier, le plus célèbre voleur de l'Empire, elle est entraînée dans un projet fou, renverser l'Empire. Et là, en vous lisant le résumé, je me rends compte que là, je suis toujours un peu dans la même chose. Donc on a cette fois-ci la magie des métaux, on n'est plus du tout sur les mots, mais on a une jeune femme, héroïne principale, et un voleur, et cette notion de renverser l'ordre établi, un peu la révolution. Donc voilà, celui-ci pour le coup, je n'ai pas du tout lu quoi que ce soit encore. On verra bien. Mais ça m'intriguait, voilà, sur ces thématiques que je viens de citer. Voilà. En termes d'inspiration, je vais quand même souvent à la librairie pour voir ce qu'il y a. Je ne suis pas inscrite à une bibliothèque pour l'instant, mais je sens que si je dois continuer si j'ai envie de continuer à lire, il faudra peut-être que j'aille en emprunter à la bibliothèque. On verra. J'ai aussi des copines qui adorent le fantastique, donc on peut aussi se les échanger, ça c'est assez chouette. Voilà. Voilà. Ah oui, et toujours en inspiration, donc je vous disais, je regarde pas trop de podcasts YouTube spécifiquement là-dessus, mais je sais qu'il doit y en avoir, donc je pense que vous pouvez faire des recherches. Et si vous en avez à me conseiller d'ailleurs, je suis preneuse, parce que pourquoi pas. Et par contre, sur Instagram, j'aime bien Lipstick and Dagger. C'est un groupe de 3 ou 4 copines, je crois, dont certaines sont assez connues, enfin, sont aussi des influenceuses lifestyle ou photographes. Et là, elles sont passionnées aussi de littérature fantastique et elles font des revues, elles font des. Voilà, c'est assez sympa, je trouve, et puis ça donne des idées. Et j'aime aussi beaucoup Clara Lia. Je vous mettrai en description les liens vers leur compte Instagram. Et Clara, je crois qu'elle est libraire pour le coup. Et elle s'est spécialisée dans la littérature fantastique. Et donc, forcément, elle en voit beaucoup, elle en lit beaucoup. Elle nous en recommande. Et elle a vraiment... elle est assez drôle, en fait, à regarder. Donc, voilà, je vous les conseille. Sur les autres lectures que j'aime bien, mon mari lit pas mal de romans graphiques et c'est vraiment par lui que je découvre cet univers-là. Et en ce moment, je vais juste vous en parler d'un, c'est Gunnar le vampire de Nicolas Dumonteuil dans les éditions Air Libre chez Dupuis. Et j'aime beaucoup cette collection, je trouve qu'ils font vraiment des... c'est autre chose, ouais. Franchement, c'est assez cool. Et là, on est sur
Donc l'histoire d'un vampire suédois, mais qui est venu s'installer en Bourgogne. Et donc il y a des paysages que je reconnais, ça c'est sympa. Et voilà, c'est une tranche de sa vie. Je l'ai pas encore tout à fait fini, je vais juste vous montrer. On est sur des illustrations comme ça, dans des tons assez chauds. Euh, et c'est sympa, ça se lit plutôt pas mal. Un peu comme un peu comme des mémoires de ce monsieur, mais à un instant T. C'est assez cool. Voilà. Et donc il me reste encore un petit tiers. Pour moi, ça c'est pas des lectures de métro, parce que je vais pas m'amuser à prendre ça avec moi. Il faut que je sois posée à la maison, bien focus dessus. J'aime pas trop les BD où il y a trop de trucs à lire. Mais du type, je prends toujours cet exemple-là, mais Black et Mortimer par exemple, qu'on avait à la maison parce que mon père les aime beaucoup. Je trouvais toujours que c'était trop long les descriptions contextuelles, etc. Et ça me saoule un peu. Mais là, ça c'est chouette. J'en ai lu d'autres aussi, mais je les ai pas forcément sous la main là. Voilà. Et par contre, alors est-ce que c'est considéré comme un roman graphique? Je ne sais pas. C'est Taniguchi et Kuzumi, le gourmet solitaire. C'est pas quelque chose qui est sorti récemment, hein. Ça fait longtemps qu'il est sorti, et là il est même en version poche. Mais c'est devenu un classique de BD japonaise, et donc là en fait on va suivre pareil un bout de vie de cet homme qui est un gourmet solitaire. Et en fait, à chaque fois qu'il se déplace, il fait de chaque repas une expérience unique qui lui ravive en lui des souvenirs enfouis, donne naissance à des pensées neuves ou suscite de furtives rencontres. Et ça, pour le coup, je me dis que c'est plus pour moi une lecture potentielle pour cet été, en vacances, parce que voilà, c'est beaucoup plus comment dire, euh, contemplatif, voilà, contemplatif. Voilà, donc ça, probablement cet été. Et le dernier truc que j'ai envie de lire bientôt là, c'est hors roman, c'est pas de la fiction, c'est Les Grands Oubliés de Titiou Lecoq. C'est une de mes copines qui m'a offert celui-ci pour mon anniversaire. Et là, on est sur une lecture féministe, une relecture de l'histoire en fait. De tout temps, les femmes ont agi, elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois, et pourtant, elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. Pourquoi ce grand oubli? De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Titiou Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'histoire. Et elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles si nombreuses qui ont modifié le monde. Pédagogue mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire, les femmes ne sont jamais tues. Ce livre leur redonne des voix. Et en fait, ce qui est chouette, je trouve, au niveau du format, c'est que c'est des petits chapitres. Je vais essayer de voir si je peux trouver le sommaire. Donc, on a par exemple la femme préhistorique a-t-elle existé, guerrière et citoyenne dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, reine et chevaleresse exercent le pouvoir, au 19e siècle, la robe, la vierge et la poupée. Et en fait, ce sont des petits chapitres qui sont dédiés à une période spécifique, qui vont parler d'un aspect particulier, mais c'est assez court. Par exemple, ouais, c'est une dizaine de pages en fait à chaque fois. Et du coup, je me dis, pour moi qui aime les histoires et du mal à lire des essais, ce format-là où je peux me dire, bah, là je vais me goûter un petit morceau d'histoire d'une dizaine de pages, c'est pas mal. Pas mal. Et là, on est sur un format parfait pour cet été, dans le train, sur la plage. Voilà, voilà. Donc, ça aussi. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois,
Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au montage, probablement très chaotique, comme d'habitude avec moi. Il faut que je fasse le petit générique. Je ne sais pas comment je vais présenter ça non plus, mais on verra bien. Et voilà. Je serais curieuse de savoir ce que vous aimez lire, là en particulier pendant les vacances, si vous avez déjà trouvé, ou au contraire si vous vous laissez porter par vos envies sur votre lieu de vacances en passant à une bibliothèque, à une librairie. Voilà, si vous aimez les romans de gare, c'est sympa aussi. Les romances, les autobiographies, les biographies, enfin vraiment, c'est ce que je trouve chouette avec la lecture, c'est qu'en fait, il y a tellement de choses pour tous les goûts qu'on trouvera forcément quelque chose qui nous plaît. Voilà, je vais vous laisser là, je vais retourner à ma palle et à mon taf quand même, faut que j'avance. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye!